Alors d'abord, je déclare mes conflits d'intérêts, je ne suis ni psychanalyste ni neuroscientifique et pourtant je vais vous parler du rapprochement inévitable entre les neurosciences et la psychanalyse aujourd'hui. Aujourd'hui parce qu'en fait j'ai été pendant très longtemps dubitatif sur cette histoire. D'abord parce que chaque fois que l'on parlait de rapprochement entre psychanalyse et neurosciences, ça suscitait chez beaucoup de collègues des réactions émotionnelles extraordinairement fortes, des deux côtés d'ailleurs. Excusez-moi, je ne sais pas si on m'entend, c'est juste pour dire qu'on ne voit pas les diapositives. C'est normal, il n'y en a pas pour l'instant. Ça n'est pas un moment psychotique. Et donc, oui, des moments émotionnels extrêmement forts. Et comme vous le savez, quand il y a beaucoup d'émotions, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et donc je me disais, le fait que, voilà, c'est que ça ne doit pas être si simple que ça quand même, ce rapprochement. Alors après, les gens disaient, ah mais oui, de toute façon, ça ne peut pas y avoir de rapprochement, parce que la psychanalyse, c'est pas scientifique. Et d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de collègues, de très grands psychanalystes, dire que il y avait une cloison étanche entre le monde de la science et le monde de la psychanalyse. Alors que c'est complètement faux, et c'est évidemment faux. Et on n'imagine pas à quel point c'est faux, puisque quel est le premier facteur de risque évitable des troubles mentaux chez les adolescents et les adultes? Ben, des abus sexuels dans l'enfance. Bon. Alors, s'il n'y a quand même pas quelqu'un qui a dit que maltraiter sexuellement les enfants, c'était pas bon pour leur avenir, c'est quand même Freud. Et donc, vous voyez, alors et c'est marrant, quand on dit ça, on dit « Ah mais oui, mais ça c'est normal ». Ben oui, c'est normal, mais c'est vrai. Et donc oui, et bien sûr, vous voyez, tout ça est réfutable scientifiquement. Et il y a plein de papiers qui réfutent scientifiquement des éléments du corpus psychanalytique. Alors, après, le caractère dubitatif du rapprochement, c'est que je me disais, d'un côté, ça ne marche pas, de notre côté, ça devrait quand même marcher. Parce que la psychanalyse s'intéresse au fonctionnement psychique. Le fonctionnement psychique, ça a quand même à voir avec le cerveau. Et les neurosciences, ça a à voir avec le cerveau. Donc il y a bien un moment où on devrait pouvoir accrocher les wagons. Alors, après, il y a eu la neuropsychanalyse. Et donc, je sais que beaucoup d'entre vous avaient été des chevilles ouvrières de ce mouvement, et René aussi, et d'ailleurs il en a parlé là juste à l'instant. Eh bien, je n'aime pas la neuropsychanalyse. Voilà. Ça ne me parle pas du tout. Alors, j'écoute tout ça avec beaucoup d'intérêt, hein. D'ailleurs, j'ai été dans vos congrès, donc c'est passionnant, mais ça ne me parle pas. Voilà. Je n'arrive pas à racoler les morceaux. Par exemple, quand René tout à l'heure parlait de la règle de Hebb, sur laquelle je vais revenir, que c'est de l'association et qu'en psychanalyse, il y a de l'association. Alors je dis oui, c'est vrai, les deux sont vrais, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Voilà. Et c'est à l'intérieur de moi que je ressens ça, ça n'a rien à voir. C'est juste des métaphores. Et puis voilà. Alors, quand même, j'ai essayé de travailler sur moi et de me dire, mais pourquoi la neuropsychanalyse, ça ne me plaît pas? Et je crois que j'ai trouvé, hein, c'est de mon point de vue, ça ne me plaît pas parce qu'en fait, le langage utilisé par les psychanalystes et le langage utilisé par le neuroscientifique, ces deux langages sont radicalement différents dans leur nature. Et donc, quand ils parlent, en fait, ils ne se comprennent pas. Ils utilisent les mêmes mots, mais ce n'est pas la même langue. Et donc, du coup, on a l'impression qu'ils disent des choses qui se ressemblent. Et d'ailleurs, eux, par moments, ont l'impression qu'ils sont d'accord. En fait, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ne parlent pas de la même chose. Et tant qu'on ne parle pas de la même chose, on n'y arrivera pas. Et ce qui est en train de se changer aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouveau langage qui a été trouvé qui permet de faire le lien entre les deux. Et c'est ça qui a changé aujourd'hui. Et c'est ça dessus, dans les 20 minutes ou 24 minutes, Lisa, qui me restent, que je voudrais discuter avec vous. Alors donc, on va parler de langage. Alors, le langage de la psychanalyse, c'est la langue naturelle. Voilà. C'est-à-dire que, pour prendre l'auteur princeps Freud, il a écrit en allemand et c'est traduit en français. Et d'ailleurs, c'est une belle langue. Tout le monde s'accorde pour dire que Freud était un grand écrivain. D'ailleurs, c'est une malédiction pour la psychanalyse, hein, c'est que Freud a inventé sa discipline et en même temps, il a vulgarisé et il a bien écrit. Du coup, il ne restait plus rien pour les autres.
Et c'est vrai, hein. C'est pour ça que les psychanalystes citent Freud sans arrêt, parce qu'il a un peu étanché sa discipline, et que ça, c'est pas bon pour une discipline. Mais j'avance. Alors, donc, figurez-vous qu'il y a quelque chose de très particulier dans les langues humaines, qui est vrai pour toutes les langues humaines. Il y a une double articulation du langage au niveau des phonèmes et des monèmes. Ça veut dire quoi? Vous savez, dans les langues, il y a des phonèmes, c'est-à-dire des sons, et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une trentaine, en fait, par langue. En gros, c'est les voyelles et les consonnes dans notre langue. Et puis, ces phonèmes, on les agrège en, alors je vais dire des mots. Alors, les linguistes vont dire des monèmes, c'est-à-dire des unités, des unités minimales de sens. Mais en gros, voilà, cheval, il y a plusieurs sons, et puis j'utilise, ça crée le mot cheval, qui est une étiquette sur les chevaux. Et alors, figurez-vous que cette double articulation du langage a des conséquences qui sont absolument insoupçonnées et considérables. C'est que, imaginez, bon, en gros, dans une langue, il y a entre 50 000 et 200 000 choses à nommer. Imaginez qu'on ait des étiquettes qui n'aient absolument rien à voir les unes avec les autres pour nommer toutes ces choses. Ça serait impossible à apprendre. Impossible, vous imaginez, hein. En fait, on y arrive parce que les mots se ressemblent. Et ça permet aux enfants d'apprendre très vite à parler et à désigner les choses. Et donc, effectivement, il y a des consonances entre les mots. Eh bien, figurez-vous que ces consonances ont un impact dans la transmission du sens quand on parle. C'est que, quand on parle, on utilise des mots, le mot cheval, pour dire que c'est un cheval, mais parfois j'utilise ce mot parce qu'il va consonner avec un autre mot, et donc quand je vais prononcer le mot, les deux sens vont apparaître dans votre tête. Et ce qui fait que quand on parle, on dit plus que ce qu'on dit. On dit plus que le contenu explicite du langage, et ça se voit très bien dans les textes de poésie. Un poète peut écrire en 4 vers quelque chose qui va vous faire réfléchir pendant des mois, tellement que ça dit des choses. Et puis ça permet de faire de la diplomatie, c'est-à-dire vous dites quelque chose sans le dire. Et vous me voyez venir, en psychanalyse, on fait ça tout le temps. Enfin, pas moi, puisque je ne suis pas psychanalyste, mais les psychanalystes le font tout le temps. Par exemple, si je dis « Ah, qu'est-ce que j'aimerais plonger dans la mer ?» Ah, voilà. Voilà. Vous voyez, vous riez tous parce que vous savez très bien ce que j'aurais pu vouloir dire aussi. Et bien sûr que ça marche. Alors vous me direz, ça marche en français. Oui, ça marche en français. Voilà. Et les Anglais, ils ont, entre sun et sun, vous savez, entre le fils et le soleil, c'est deux mots qui sonnent de la même façon, et c'est sûrement pas sans raison. Donc, voilà, le langage, c'est comme ça. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est fantastique, c'est extraordinairement puissant en tant que transmission de sens. L'inconvénient, c'est que, c'est inconsistant. C'est-à-dire que comme vous dites plusieurs choses en même temps, à la fin, vous risquez de ne pas être logique, puisque vous pouvez même dire une chose et son contraire, ce qui arrive, ce qui peut être volontaire. Et donc, du coup, le langage humain n'est pas consistant. Alors, si je reviens à la psychanalyse, la psychanalyse, même s'il y a du corps, comme le disait René Roussillon, il y a quand même avant tout du langage. Et bien sûr que capter le sens du langage du patient, c'est essentiel dans la pratique psychanalytique. Et même au travers des mots qu'il dit en voulant dire d'autres mots, bien sûr. Et donc, cette polysémie du langage est essentielle dans la pratique de la psychanalyse. Cette résonance du langage, qui résonne en termes de sens, elle est consubstantielle à la pratique psychanalytique. Et donc, du coup, ça s'est retrouvé de la même façon dans le corpus théorique psychanalytique. Et du coup, quand les psychanalystes parlent de leur discipline, ça résonne. C'est-à-dire, ils disent des choses, mais ça dit plein d'autres choses. Par exemple, vous dites d'un patient, là, c'est un mouvement oedipien. Ok. Un neuroscientifique, il va dire, ah oui, c'est un mouvement oedipien, donc ça veut dire qu'il est amoureux de sa maman, etc. Voilà. Mais non, en fait, ça ne dit pas ça, bien sûr, ça dit plein d'autres choses. Il y a un Oedipe inversé, un contre-Oedipe, et ça résonne de génération en génération. Et c'est tout ça qu'on dit quand il y a un mouvement oedipien. Et vous voyez, mais sauf que les deux, ils ne peuvent pas savoir. Le neuroscientifique, c'est pas son métier d'être psychanalyste. Il ne peut pas comprendre que quand on dit mouvement oedipien, on dit plein de choses. Et le psychanalyste n'imagine pas que pour le neuroscientifique, c'est juste pas évident. D'ailleurs, le psychanalyste se rend même plus compte que quand il dit mouvement oedipien, il dit plein de choses. Et donc, voilà, il y a une incompréhension. Alors,
Et puis, en corollaire, ben, comme la psychanalyse utilise le langage naturel, eh bien, sa malédiction, c'est l'inconsistance. Et vous savez qu'il y a plein de congrès de psychanalyse où les gens s'engueulent en permanence sur le sens des concepts et où ils ne sont pas d'accord à la fin, et ça dure depuis des décennies. Voilà. Et ça vient de leur langage, pour le meilleur et pour le pire. Alors, il n'y a pas que la langue naturelle pour faire de la science, il y a aussi les mathématiques. Alors, les mathématiques, les linguistes discutent sur le fait que c'est un langage ou pas. Voilà, pour moi, ça en est un. C'est un langage très particulier. Alors, pour le coup, ça ne résonne pas du tout. C'est complètement monosémique. C'est un langage avec une infinité d'étiquettes. Il y a une infinité de nombres. Les mathématiques n'ont aucun problème à gérer l'infini. Les mathématiques ont une syntaxe absolument horrible. C'est comme s'il y avait des dizaines de milliers de règles de grammaire. Il y en a tellement d'ailleurs qu'aucun mathématicien ne connaît toutes les fonctions qui sont utilisées dans toutes les sous-spécialités des mathématiques. C'est quelque chose de vertigineux. Donc du coup, c'est extraordinairement puissant. Il n'y a qu'à voir les progrès de la physique contemporaine. La physique contemporaine ne fonctionne que grâce aux mathématiques. Et vous savez qu'on fait des choses extraordinairement compliquées grâce à la physique contemporaine. Voilà, donc les mathématiques, c'est fantastique, ça permet d'aborder l'infini, c'est extrêmement puissant, mais ça ne résonne pas. C'est tout sec. Et vous voyez comme c'est différent du langage naturel. Et alors, quel est le langage des neurosciences? Ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre, ça a été étudié par des épistémologues. C'est une espèce d'entre-deux. Et je pense que le vrai problème des neurosciences aujourd'hui, c'est leur langage. C'est que les neurosciences sont devenues tellement compliquées qu'elles n'arrivent plus à se dépatouiller du langage qu'elles utilisent. Elles n'arrivent plus à s'en satisfaire. Parce que c'est quoi, en fait, le langage des neurosciences? Alors, ils essaient d'avoir des mots monosémiques, mais comme l'a très justement fait remarquer René, ça marche à moitié, hein, ARN de transfert, ARN de messager, quand même ça dit des choses, ça flirte avec la polysémie. Mais ils s'en défendent. Et d'ailleurs, on voit les généticiens, ils fabriquent des mots qui ne veulent rien dire. Kéras, HR2+, vous voyez, c'est des mots tout secs, complètement monosémiques. Mais sinon, en termes de syntaxe et de grammaire, ben c'est très pauvre. En fait, c'est le niveau du calcul des propositions classiques, c'est-à-dire le niveau des maths de l'école primaire. Hein. C'est en gros, telle molécule va faire ça, qui va faire ça, qui va faire ça, qui va faire ça. Vous voyez, c'est pour ça, dans les slides des neuroscientifiques, il y a des points avec des flèches. Il y a plein de flèches et de points, etc., etc., etc. Mais pour un mathématicien, c'est indigent, ça. C'est le niveau zéro de la formalisation abstraite. Donc, il y a un choc de langage. Et c'est pas tout. Il y a un deuxième choc de langage au niveau du local et du global. Alors ça, c'est quelque chose que le langage naturel connaît peu, mais qui est drôlement important en mathématiques. En mathématiques, il y a des considérations locales et des considérations globales. Par exemple, la vitesse, la dérivée, c'est quelque chose de local, c'est-à-dire à un instant donné, la vitesse c'est de ça, alors que être une fonction positive ou négative, c'est quelque chose de global. Eh bien, fondamentalement, ces deux natures de concepts sont différents. Et ça a des conséquences en mathématiques extrêmement importantes, c'est que vous prenez des variétés, c'est-à-dire des espèces de formes dans des espaces compliqués, eh bien, on peut se demander en mathématiques souvent, est-ce que ces deux formes se ressemblent? Alors, elles peuvent se ressembler localement, c'est-à-dire, en chaque petit bout des formes, on peut trouver une transformation continue qui permet d'obtenir l'une à partir de l'autre. Et puis, on peut se demander, est-ce que les deux formes se correspondent globalement, c'est-à-dire est-ce que globalement il y a une transformation continue qui peut se transformer l'une en l'autre? Eh bien, vous voyez là qu'il y a trois formes qui sont globalement non homéomorphes, c'est-à-dire on ne peut pas passer de l'une à l'autre, alors que localement, en tout point, elles sont homéomorphes. Donc il y a des objets qui sont localement identiques et qui sont globalement complètement différents. Et là, vous commencez à me voir venir, c'est que eh bien, la neuropsychanalyse ne marche pas. Pourquoi? Eh bien, parce que vous pouvez essayer de faire localement des associations homéomorphiques entre des concepts psychanalytiques et des concepts neuroscientifiques. Ça ne vous dit absolument pas que globalement, le sujet pensant qu'il y a derrière soit le même. Et d'ailleurs, on le sent bien, ce n'est pas le même sujet pensant dans les deux. Et c'est ça, moi, qui me dérangeait. Alors,
Du coup, dans les neurosciences, c'est quoi? Les neurosciences sont fondamentalement locales. Il y a de la dopamine, il y a de la sérotonine, il y a etc. Il y a la dépendance au champ, etc. Les neurosciences s'intéressent à des petits bouts, des petits paradigmes expérimentaux, et il y en a plein. Alors c'est extrêmement puissant scientifiquement, parce que ça permet d'apporter de la réfutation, de la reproductibilité et des expériences extrêmement sophistiquées, mais c'est très frustrant pour le clinicien parce que les neurosciences ne vous donnent pas une vision complète du sujet. Or, pour un clinicien, on a besoin de voir le sujet. Alors, il y a des petits bouts, par exemple, un patient autiste va avoir du mal à regarder dans les yeux. Vous voyez, c'est local, et c'est vrai que c'est un élément sémiologique potentiellement intéressant. Donc, je ne dis pas que les neurosciences ne sont pas intéressantes pour la clinique, mais elles sont frustrantes. Elles seront frustrantes. Et est-ce qu'il y a une représentation globale du sujet pensant issu des neurosciences? C'est difficile, parce que tous ces petits bouts de savoir local neuroscientifique, on n'arrive pas à avoir l'image globale, à moins de considérer que le sujet des neurosciences, ça serait le processeur central d'un ordinateur, c'est-à-dire quelque chose qui calcule sans arrêt, quoi. Ce dont on a un peu l'impression, et qui est quand même assez énervant, parce que nous ne nous sentons pas comme des processeurs centraux d'un ordinateur. Et c'est ça qui révulse d'ailleurs beaucoup de collègues par rapport aux neurosciences. Les neurosciences ont un discours sur le sujet pensant qui est en totale contradiction avec ce que je ressens de moi-même comme sujet pensant. Alors la psychanalyse, il y a des considérations qui sont certes locales, mécanisme de défense, il est clivé. Les topiques, c'est des spots locaux, mais vous voyez déjà beaucoup plus élargis qu'avec les neurosciences. Et puis, avec la psychanalyse, comme je vous le disais, il y a une résonance du sens. Ça résonne. Et donc, quand je dis un tel, il est clivé, certes, c'est local, mais ça vous dit quelque chose sur ce qu'il est dans sa vie, en tant que sujet pensant. La résonance du sens en psychanalyse fait que la description locale du sujet pensant prend à la fin une valeur globale. Et c'est ça qui fait que le savoir psychanalytique est assez utile aux cliniciens, parce que ça permet de sentir le patient, de le voir, de se le représenter, de pouvoir être avec lui. Alors, bien entendu, le problème, c'est que le sujet pensant global de la psychanalyse ne ressemble pas au sujet pensant global tel que j'ai esquissé des neurosciences. Et donc, du coup, à ce stade-là, la jonction entre neurosciences et psychanalyse apparaît impossible. Et c'est là que la science permet toujours d'être surpris. C'est en 1982 un papier de Hopfield, qui est un biophysicien américain. C'était au tout début de la première vague des réseaux de neurones, enfin pas de la première vague, si on compte la vraie première vague avec Hebb après la Seconde Guerre mondiale, disons que c'est la deuxième, où là on a vraiment pu programmer des réseaux de neurones. Donc Hebb propose alors un cerveau neuroscientifique, mais extrêmement frustre. Voilà, c'est-à-dire que les neurones sont des petites cellules qui valent 0 ou 1 et qui sont connectées, et d'ailleurs dont le poids des connexions bouge avec les règles de Hebb telles que René Roussillon les a introduites. Et il dit, voilà, ça fait un peu comme un gaz, ça, et on peut définir une énergie de ce réseau de neurones, une énergie interne. Et il dit, voilà, le réseau, forcément, il évolue vers une énergie minimale. Et donc, à partir de là, je peux proposer une représentation globale de ce que c'est qu'un sujet pensant. Un sujet pensant, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que vous êtes une petite bille qui évolue dans ce truc-là. Et quand vous bougez, vous êtes à moitié pensant. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, on est à moitié pensant. On fait des trucs, on ne se rend pas compte qu'on pense. Et à un moment donné, quand vous êtes dans un attracteur, eh bien, vous avez conscience, vous êtes au fond de l'attracteur. Et donc là-dedans, eh bien, à partir de ça, là, tous les minimums possibles dans lesquels vous pouvez tomber, ce sont tous les états mentaux possibles que vous pouvez expérimenter dans votre vie. Eh bien, figurez-vous que cette représentation globale du sujet pensant, eh bien, marche très bien pour la psychanalyse.
on retrouve les processus associatifs, on retrouve ce que c'est que le moi, on retrouve ce qu'est la pulsion de mort, le grand autre, etc. Le conscient, l'inconscient, le préconscient. Le préconscient, hein, dans l'abrégé de psychanalyse, le dernier texte de Freud, à plus ou moins, hein, il dit le conscient, ben, je ne vous dis pas ce que c'est parce que vous savez ce que c'est. Le préconscient, c'est tout ce qui pourrait devenir conscient, c'est-à-dire ce sont tous les attracteurs qu'il y a là-dedans. Et l'inconscient, c'est les attracteurs dans lesquels vous ne pouvez pas aller, parce qu'ils sont inconscients, ils sont refoulés. Ben, c'est les attracteurs dans lesquels vous ne pouvez pas aller. Et puis voilà. Donc vous avez là une représentation globale du sujet pensant, compatible avec ce que dit la psychanalyse. C'est le premier pas qui permet de faire un lien entre la psychanalyse et les neurosciences à travers un changement de langage. Puisque là, eh bien, le papier de Hopfield, il est écrit en termes mathématiques et pas en termes littéraires. Alors après, ça continue par un papier de Hinton en 1993. Hinton, c'est aussi un informaticien qui travaille sur les réseaux de neurones. Et d'ailleurs, c'est lui qui a écrit le papier dans Science en 2006, qui est à l'origine du renouveau des réseaux de neurones qui sont utilisés par Google, Facebook, etc. en ce moment. Donc Hinton, c'est une grande star des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle. Et donc il y a un papier en 1993 où il dit, bah, tiens, moi, ce n'est pas l'énergie interne que je propose, c'est l'énergie libre. Voilà, il y a une expression qui thermodynamique aussi, et en fait, quand je la minimise, ça permet drôlement bien de faire converger un réseau de neurones vers quelque chose qui fonctionne. Et puis ce papier est passé complètement sous silence, tout le monde s'en fichait, parce qu'en 93, tout le monde se fichait des réseaux de neurones. Et puis vous avez Freestone, donc un neuroscientifique, qui cite Hinton régulièrement, mais qui ne cite jamais le papier dans lequel il parle de l'énergie libre. C'est coquin. Et il dit, ben voilà, effectivement, je vais modéliser un cerveau et un sujet humain à partir d'une énergie libre. C'est l'énergie libre de Hinton de tout à l'heure. Sauf que lui, il rajoute alors, par rapport à c'est beaucoup plus sophistiqué que le cerveau de Hopfield, puisque là, on a un effecteur, c'est-à-dire, je capte de l'information qui vient de l'extérieur, ma pensée dirige mes yeux, qui vont changer l'information que je reçois, qui va modifier mon cerveau, qui va refaire modifier mon regard, qui va refaire modifier l'information que je reçois, etc., etc. Vous voyez, c'est beaucoup plus sophistiqué que ce que Hopfield proposait. Et puis, en plus, dans la modélisation des états internes du cerveau, eh bien, il factorise ça en fonction de ce qu'on connaît sur la structuration du cerveau, avec d'un côté l'activité neuronale, la modulation neuronale, et puis les connexions neuronales. Et donc vous voyez, on est dans la lignée de Hopfield, dans la lignée du relief que je vous ai montré tout à l'heure, qui était une représentation globale du sujet pensant, mais avec quelque chose qui colle beaucoup plus sur la réalité de ce qu'est un cerveau et un sujet humain, et qui fait qu'à partir des travaux de Freestone, effectivement, on trouve des sources qui permettent de retrouver ce que disent beaucoup de psychanalystes, et Thomas, que vous connaissez bien, a écrit des papiers extrêmement intéressants sur comment faire le lien entre psychanalyse et énergie libre à partir des travaux de Freestone. Et donc j'en arrive à ma conclusion. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, il y a vraiment des conditions de possibilité d'une authentique interaction entre psychanalyse et neurosciences. Interaction sur un plan scientifique. Donc avant, c'était un peu un mariage de raison, c'est-à-dire on se rencontrait dans les congrès, on parlait ensemble parce qu'on savait qu'il fallait parler ensemble, parce que c'était idiot de ne pas parler ensemble. Mais il y avait quelque chose qui empêchait le mariage de raison de devenir un mariage authentique. Et donc, pour le futur, bien sûr qu'il y aura toujours des recherches de style littéraire en psychanalyse. La psychanalyse est faite pour travailler avec la littérature. Et tous les travaux de recherche de nature qualitative et littéraire que l'on a aujourd'hui en psychanalyse pourront continuer et pourront apporter des choses à cette discipline. Mais on a quelque chose en plus aujourd'hui.
on a la possibilité de parler psychanalyse dans un langage qui a une syntaxe beaucoup plus précise, mais beaucoup plus compliquée. C'est que déjà, le papier de Hopfield était un papier un peu formel, un peu compliqué à lire, et les papiers de Freestone sont